Je rappelle simplement deux choses, c'est que les ouvrages anciens doivent être déclarés en mairie et chacun sait qu'il y a une sous-déclaration manifeste. Deux, que les forages, depuis 93, devraient tous être déclarés. Il a fallu des tas de campagnes auprès des foreurs pour arriver à un taux de déclaration qui commence à être correct. Donc, un certain nombre d'ouvrages ne sont pas connus, que tout ouvrage devrait être équipé d'un compteur, et ce compteur devrait être relevé mensuellement, et ces informations tenues à la disposition de l'administration. Moi, je suis frappé de voir que dans les dossiers installations classées, élevage, on ait aussi peu de renseignements sur la consommation, alors qu'on sait qu'il y a ouvrage de prélèvement eau potable, enfin d'eau privée. Donc il y a peut-être que la Chambre d'agriculture va nous faire des révélations. J'en serais très heureux. Mais j'aimerais aussi avoir une qualification du taux de réponse, de la fiabilité du travail. Je dirais il y a une chose qui est évidente, c'est que du point de vue qualitatif, l'enjeu il est immédiat, changement climatique ou pas changement climatique. Enfin, Eaux-et-Rivières se bat contre la cause des algues vertes depuis plus de 30 ans. Eaux-et-Rivières, n'ayant pas de réponse satisfaisante de la part des pouvoirs publics, a attaqué le contexte juridique, les décisions juridiques. Eaux-et-Rivières accumule les décisions qui lui sont favorables, et pour autant, l'État ne bouge qu'à peine. L'État ne bouge que sous la contrainte. Les algues vertes sont toujours là. Si vous allez en baie de Saint-Brieuc cette année, ça pue. C'est dangereux. Le maire d'Illion a déjà pris plusieurs arrêtés interdisant l'accès à sa plage. Si tout le monde considère que c'est normal et qu'il faut continuer, écoutons les syndicats agricoles. Ce n'est pas notre vision. Nous considérons, parce que nous sommes aussi association de consommateurs, qu'on doit pouvoir accéder à toutes nos plages, que quand un problème de pollution aussi marqué existe, eh bien, il faut que les pouvoirs publics agissent. L'État a été reconnu responsable et finance le ramassage des algues vertes, mais l'État est exonéré de son inaction, c'est bien ce terme que j'emploie, sa microscopique action face au problème de pollution par les nitrates. Donc ça, clairement, nous avons une question par rapport au modèle industriel. Vous y ajoutez qu'une des causes de ce modèle agricole, c'est l'élevage hors sol. Encore une fois, je dis bien l'élevage hors sol. Nous n'avons pas d'hostilité à un élevage lié au sol. Quand 95% de l'alimentation de l'exploitation est produit sur l'exploitation, il y a un circuit de la matière organique, un circuit de la fertilisation qui peut fonctionner. Ce qui nous gêne, c'est de voir l'importance de ces surfaces, ces productions sans sol, et dont l'alimentation vient d'ailleurs. Ailleurs de la Bretagne. Et donc, clairement, on a un système qui n'est pas pérenne, et un système qui ne s'est jamais soucié de l'eau potable. Ni de la qualité de l'eau potable, ni de la quantité d'eau qui était disponible. Moi, avec le réchauffement climatique, pendant la canicule, les animaux ont plus bu. Et on a vu un appel des syndicats d'eau potable du Nord Finistère vers Eau-du-Ponant parce qu'ils avaient, plutôt que d'habitude, une consommation qui était plus élevée que leur production de leur forage qui baissait. Mais vous voyez, ils étaient perdants sur les animaux boissaient plus, buvaient plus, et les ouvrages d'eau souterraine, parce que c'est un coin où il y a un peu d'eau souterraine, ne fournissaient plus assez. Les eaux de surface, on a arrêté. Elles étaient tellement pourries que finalement, on ne les a pas remises en service. Vous voyez, on a une gestion de l'eau complètement aberrante sur le Nord Finistère. On fait tout à l'envers. Au lieu de lutter contre la contamination par les nitrates de l'eau de surface, on abandonne la ressource d'eau de surface. On laisse développer l'élevage. Quand il fait chaud, ils boivent plus. On va chercher l'eau de Brest. Et l'eau du centre Bretagne, au fond. Comme cette eau ne coûte pas plus cher,
C'est pas grave, voire même elle revient moins chère que l'eau qu'ils produisent eux-mêmes. Bon, on marche complètement sur la tête sur nos limites. Moi, je serais au centre-Bretagne, j'irais demander de l'argent aux gens du Trégor, parce qu'ils consomment mon eau. Bon, vous voyez, on aboutit à des schémas, et là, je n'ai parlé que de l'aspect qualitatif. Donc, vous posiez une question, est-ce que le modèle agricole est durable du point de vue quantitatif? Alors, j'ai tendance à dire, l'irrigation est relativement limitée en Bretagne, en surface. On irrigue des tas de choses, beaucoup de légumes, on irrigue aussi un peu de blé et de maïs. Moi, sur le légume, je dirais que notre position est ouverte à la discussion. Si les besoins sont compatibles avec la marge de fonctionnement des écosystèmes, pourquoi pas? C'est de la valeur ajoutée beaucoup plus élevée. Entre produire du blé ou produire des haricots verts ou des petits pois, quand même tendance à dire que ce qui nourrit directement l'homme, c'est plus prioritaire que ce qui nourrit les animaux qui nourrissent l'homme. Il y a un coefficient de transformation qui est quand même assez différent, qui s'ajoute. Donc voilà, tout en nuance, sous réserve qu'il y ait la ressource disponible. Donc c'est clair, l'Est Bretagne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à gratter. Hein. Il faudrait même probablement qu'on fasse des efforts pour réduire nos consommations. Et si jamais il y a à gratter, il faut le garder pour l'eau potable. C'est les marges de l'eau potable. L'Ouest breton, l'avantage, c'est qu'il pleut plus. C'est beaucoup moins défavorable que, j'ai encore une fois, Poitou-Charentes, les méga-bassines et tout ce contexte agricole où on surpompe depuis longtemps. Alors ça, c'est un vrai discours tenu par la profession agricole, disant il n'y a plus de problème puisque l'élevage diminue. Il faudrait savoir quel élevage diminue. Est-ce que c'est un élevage qui était attaché à la terre ou pas? Et cette précision, je l'attends. Parce que si effectivement ce sont des vaches laitières qui mangent de l'herbe qui disparaissent, je dirais ça ne change pas fondamentalement les termes de l'équation. Si ce sont des animaux qui sont de l'élevage industriel, je dirais que ce serait plutôt un mieux, mais je n'ai pas cru comprendre que c'était cela qui diminuait. C'est plutôt les petits élevages qui disparaissent. Or, c'est eux qui répartissent sur le territoire le prélèvement. Quand vous avez des grands élevages qui continuent de s'agrandir, ils concentrent le besoin et ils aggravent localement les situations. Donc, le propos est finalement commode, disant mais ce qu'Aude-Rivière demande, c'est en train de se passer. Non, je suis frappé, moi, de voir que c'est un modèle qu'on a imposé à un certain nombre d'agriculteurs qui se dégrade, qu'on a rendu, on a tellement poussé à l'extension, qu'on n'a plus de repreneurs. C'est pas la même chose de reprendre une exploitation de 50 vaches et de reprendre une exploitation de 200 vaches. Vous étonnez pas qu'on aille dans un mur de reprise, puisque quel est l'exploitant jeune qui va reprendre un troupeau de 200 vaches si ce n'est pas celui de ses parents? Ce sont des questions, là aussi, où comme par hasard, nous n'avons pas de réponse, parce qu'elles sont gênantes, ces réponses. Donc, le modèle agricole, enfin les solutions agricoles devront s'adapter. Personne n'a été comparé, par exemple, la souffrance à la sécheresse de système Pochon avec un système plus traditionnel. Ça serait hautement intéressant. En utilisant un maximum les légumineuses dans les prairies, voire en culture spécialisée, avoir une bonne teneur en matière organique des sols, être autonome en alimentation protéines pour les animaux, donc avoir au total une alimentation qui est quasi exclusivement présente, assurée par l'exploitation elle-même, donc un cycle de la matière organique qui est bouclé
de façon complète, et comme par hasard, des sols riches en matière organique, donc ayant de bons stocks d'eau. Donc ce que ces zones-là craignent, c'est les températures élevées. Mais encore une fois, là aussi, le choix des graminées que l'on met dans sa prairie peut donner de la marge, et puis les légumineuses savent remarquablement récupérer après une période de sécheresse. Donc, on est devant un système beaucoup plus intégré, qui économiquement est tout à fait rentable, hein, qui par contre a un gros inconvénient, c'est qu'il ne consomme pas de produits phyto, il ne consomme pas de semences, il ne consomme pas d'engrais. Donc vous comprendrez bien que pour une certaine vision de l'économie, c'est déjà moins intéressant. Et je suis frappé de voir que ce sont les systèmes les plus énergétiquement consommateurs, ceux qui consomment de l'engrais, ceux qui consomment du travail du sol, ceux qui importent de l'alimentation, qui vont avoir le plus de problèmes dans les années qui viennent. Cette analyse-là manque. Déjà, je note l'écart de discours entre le discours du président de la République à Serponçon et le plan O. Le plan O reprend tout un tas d'orientations, des fois d'ailleurs moins ambitieuses que celles qui préexistaient. Il y avait eu des assises de l'eau qui disaient on va faire beaucoup d'économies. Là, en gros, on réduit les ambitions et on repousse l'échéance. Vous comprendrez que le plan O, le plan O dit on va augmenter le plafond de dépenses des agences de l'eau. C'est plutôt une bonne idée, ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour faire du méga bassine, franchement, je ne pense pas que ce soit du tout une bonne idée. Il y a un certain nombre de dispositions qui me laissent interrogatif. Je prends par exemple la réutilisation des eaux usées. C'est un quart de solution. Je veux dire par là, j'y suis pas hostile a priori. Mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Si les stations d'épuration de Rennes voient toute l'eau traitée envoyée en irrigation agricole, eh bien, on peut fermer la prise d'eau potable dans la Vilaine aval. Il n'y aura plus d'eau à Redon. Donc c'est une bonne idée, je pense, que de supprimer l'eau potable à Redon. Autre exemple, la ville de Nantes, qui produit son eau potable à partir de l'eau de la Loire, pendant cet été 2022, a bien cru à devoir arrêter sa production parce que l'eau salée remontait la Loire. La Loire n'avait plus assez de débit. Hein. Donc vous imaginez qu'on réduise le rejet des stations d'épuration à Clermont-Ferrand, à Orléans, à Blois, à Tours, etc., eh bien ça veut dire que même une année normale, on arrêtera de produire de l'eau potable un certain nombre de jours par an à Nantes. Donc vous voyez, attention, il y a des choses à ne pas faire. Bon, par contre, dire que c'est non partout, pas forcément. Ça peut servir à des activités comme des golfs. Oui, c'est un usage qui existe déjà. L'eau usée traitée qu'on renvoie à la mer, on pourrait envisager, quand elle part en mer, de la renvoyer en irrigation agricole. Mais en général, sur le bord de mer, il n'y a pas beaucoup d'agriculture et beaucoup d'habitants secondaires. Donc pas beaucoup de surface à irriguer. Donc, vous voyez, et ça posera la question de qui paye les tuyaux pour renvoyer l'eau à l'endroit où on arrose. Donc si vous voulez, c'est une question complexe. Et quand j'entends l'enthousiasme des politiques sur ce sujet-là, je me dis quand même, ils ont une méconnaissance du sujet que je trouve très inquiétante. Cette propension à trouver des solutions de technique sans se poser la question la quantité d'énergie et qui paye, ni même si c'est fiable, m'inquiète. Nous sommes confrontés à des questions de scientisme qu'on rencontre dans le domaine de l'énergie, dans beaucoup de domaines. Croire que la solution apparaîtra,
Moi, je suis un peu dubitatif. Alors, ceci étant, il y a des bons côtés dans ce plan haut, disant il faut qu'on prenne mieux en compte ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Oui, oui, mais qui va payer? Il va falloir que l'agence de l'eau paye. Mais oui, on sait que remettre en état des zones humides, c'est améliorer la qualité de l'eau, c'est réguler un peu la quantité d'eau. Oui, il y a des bouts de solution tant que l'homme reste dans une, comment je dirais, tant que son impact reste raisonnable. Quand on va trop loin, de toutes les façons, c'est très difficile à récupérer. Donc, ce plan haut comporte des points positifs, des points, des reculs, des fausses solutions. Et puisque nous attendons aussi beaucoup, c'est que ça se traduit concrètement dans des décisions euh, de bonne qualité. Et là, à voir. La désalinisation pour les îles est une question ouverte. La capacité de stocker de l'eau avec le confort moderne. Enfin, bon, les habitants de Saint, dans les années 70, avaient un gros réservoir d'eau potable. Ils allaient avec les bidons de lait tous les 15 jours chercher l'eau. Ils consommaient quoi? Ils consommaient quelques dizaines de litres par jour, par habitant. Bon, là, ils sont montés. Ils restent très, très raisonnables, hein, depuis qu'ils ont une idée de désalinisation. Mais je dirais qu'ils sont encore loin des usages que nous avons à terre. Donc, moi, que pour les îles, on ait une approche au cas par cas et qu'il faille désaliniser, notamment quand les îles sont très basses, ça reste, voilà, on n'a pas poussé des cris d'effroi quand la question s'est posée pour Groix. Ce que nous avons simplement dit, il va falloir étudier sérieusement les impacts du rejet. Hum, je dirais, nous les réclamions encore il y a quelques semaines. Moi, je n'en ai pas eu communication à titre personnel. Alors, d'une manière générale, si vous voulez réinjecter de l'eau, il vous faut un milieu très poreux et une eau pas chargée. Parce que si votre eau est pleine de matière minérale, ben, ça va venir boucher le système et ça ne s'infiltrera plus. Donc, ça existe. De mémoire, il y a une station d'épuration, je crois que c'est au Sable d'Olonne, qui réinjecte de l'eau dans le massif dunaire. Mais voilà, c'est une eau qui est très 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 peu chargée en matière organique, qui a déjà été épurée, filtrée, etc. Donc oui, c'est possible. Maintenant, prétendre recharger les nappes, je dirais à chaque fois qu'il y a eu des projets, dès que les gens se sont mis à regarder, le problème de la surface d'infiltration nécessaire pour injecter des quantités importantes d'eau se pose, y compris dans des milieux sédimentaires très poreux. Et deuxième chose, le colmatage par les fines se pose. La question, par exemple, a été étudiée en Beauce avec d'anciennes carrières. Donc là, on dispose de grandes surfaces, 10 hectares, 15 hectares. On va prendre de l'eau dans la Loire en crue, sauf que l'eau de la Loire en crue, elle comporte plein de matière en suspension et ça bouche le truc. Donc, si vous voulez, objectivement, c'est pas la mesure du problème, c'est pas une solution. Accessoirement, il y en a un qui a tenté le coup, qui s'appelle le maire de Berrien, qui, face à son forage qui asséchait, à ses problèmes de fuite dans son réseau, a eu l'idée d'utiliser les eaux de surverse de l'ancienne carrière de Berrien et qui l'a contaminé à l'arsenic. Donc il a maintenu sa production de forage pendant 4 mois, mais les gens n'avaient plus le droit de boire de l'eau potable. Si vous trouvez que c'est la solution, vous me prévenez. Ben, déjà, il faudrait poser la question de faudra. Si on commençait par causer sol, ça ne serait pas complètement idiot, puisque ça reviendrait à créer des retenues de substitution sur les parcelles agricoles qui ont déjà un volume assez conséquent.
Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a ça aussi à faire. Alors, avant, en même temps, mais conduire les parcelles pour appauvrir les sols en matière organique, c'est aggraver la demande. Donc, soyons agronomes. Il faut que la Chambre régionale se comporte non pas comme un acteur économique, mais comme un acteur technique qui s'intéresse aux conséquences de du modèle qu'elle promeut. Alors, pour quelle production? Encore une fois, pas n'importe quelle production. Sur des rivières qui le permettent, alors il y a différentes solutions. Nous ne sommes pas a priori hostiles au fait que les eaux de drainage d'hiver soient stockées et réutilisées l'été. Après tout, ça évitera d'envoyer des nitrates et des produits phytos dans la rivière. Euh, Pourquoi pas? Euh, Prélever de l'eau l'hiver, non pas par barrage, mais par pompage, ça va dépendre des cours d'eau. Attention, je vous ai dit tout à l'heure que la période des débits ni cru ni étiage avait tendance à se raccourcir. Or, c'est ces débits-là dans lesquels on peut prélever. Le SDAGE Loire-Bretagne a dit qu'on ne prélevait pas d'eau pour ces nouveaux usages tant que le débit de la rivière était inférieur au débit moyen interannuel, notre fameux module. Or, le nombre de jours où le débit des rivières est compris entre le module diminue. Donc, il va falloir qu'on anticipe là le changement climatique. Il s'est passé quelque chose. On est en train, nous, de le chiffrer. Déjà, regarder dans le rétroviseur. Et puis, il va falloir se projeter dans le futur. Vous ne pouvez pas, pour stocker de l'eau, mettre des gros tuyaux et une grosse pompe. Ça coûte trop cher. Donc, il faut faire un calcul économique. Quel est le diamètre du tuyau que vous mettez? Donc, quel est le débit de la pompe que vous mettez? Et on constate souvent qu'on arrive à un compromis. Et ce qui veut dire qu'il vaut mieux une pompe pas trop grosse, avec des tuyaux pas trop gros, et qui pompe relativement longtemps. Or, le problème, c'est que le nombre de jours où c'est pompable se réduit. Quand j'observe qu'aujourd'hui, l'administration en Bretagne est incapable de faire des prévisions de débit à 15 jours ou un mois, alors que nous sommes capables de le faire, je m'interroge sur la capacité de la Chambre d'agriculture à l'avoir fait. C'est quand même assez sidérant que ce soit une association qui, l'année dernière, annonçait les moments où les stations de l'arrêté cadre sécheresse allaient basculer d'un niveau d'alerte à un niveau d'alerte renforcé ou de crise. Ce n'est pas l'administration qui a communiqué là-dessus, c'est nous. Non, 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 c'est pareil en Bretagne. En dépit de tout ce qui est raconté, ils s'arrachent beaucoup plus de haies qu'ils ne s'en replantent. Nous ne nous l'aurons pas. La Bretagne est pas meilleur élève en matière de haies que le reste de la France. Il faut être très clair. Le programme Braise Bocage, par exemple, représente tout cassé maximum 20% du linéaire à raser. Ensuite, vous savez que 1/5 des haies financées n'existe plus 5 ans après. Donc voilà, non, le sujet est un vrai sujet, encore une fois, pour une raison qui n'est jamais avancée, indépendamment des avantages agricoles, c'est que pour la population générale, on a plus de coulées de boue et plus de débit dans les crues, dans les petites crues. Donc plus de maisons inondées. Bon, il y a plus de haies abattues qu'on en plante en Bretagne. Et ça a été très spectaculaire cet hiver. Pourquoi arrache-t-on les haies? L'expérience montre que l'arrachage de haies a deux grandes périodes. Il y a eu la période de remembrement, où il y avait beaucoup de petites parcelles, et il s'agissait de regrouper et de faire des parcelles. À l'époque, je dirais, c'était de l'ordre de 4-5 hectares,
C'était probablement pas très loin de l'optimum global. Et puis ensuite, vous avez l'agrandissement des exploitations. Et quand un exploitant a deux parcelles, l'une à côté de l'autre, eh bien, il supprime la haie qui est au milieu. Et ce mouvement est un mouvement qui est exact. Et maintenant, plus grave, on voit apparaître un mouvement qui est de faire disparaître les haies en périphérie. Donc il y a vraiment tout un tas de sujets autour de la haie en ce moment. Et les élus sont bien conscients qu'il y a un problème, mais même quand ils prévoient la protection réglementaire des haies, ils font pas la police. Et s'ils faisaient la police, ils seraient à peu près sûrs que l'affaire serait classée par la justice. On est devant une vraie difficulté, et je pense qu'il va peut-être falloir aussi aborder la question du droit de l'eau. Alors, des contrôles, il y en a. Y en a-t-il suffisamment? La réponse, elle est non. Quand vous regardez les effectifs qui sont consacrés à la police de l'eau il y a 10 ans et les effectifs d'aujourd'hui, ils ont littéralement fondu. Le rapport de la Cour des comptes sur les algues vertes donne des chiffres relativement précis. C'est une source autorisée. Vous pouvez vous y référer. Donc, un, il y a moins de contrôle. Deux, quand vous faites un contrôle, bien souvent, on se contente de faire un rappel à la loi. Quand bien même, on devrait aller jusqu'à l'abattement sur les aides de la PAC. On devrait. Hein. Quand un agriculteur passe en dessous d'un certain linéaire de haies, sur lequel il est tenu par rapport à sa surface, moi je cherche les rarissimes cas où on lui retire 3 voire 10% de ses aides PAC. On marche un peu sur la tête. Alors le contentieux, il se dresse un certain nombre de contentieux. Il se trouve que le contentieux environnemental n'est pas un contentieux simple. Vous définissez assez facilement ce que c'est qu'un vol. Je vais dans un magasin, j'embarque, je sais pas, un aspirateur, je contourne la caisse et je le mets chez moi, ça s'appelle un vol. Vous dépassez une norme de rejet, pour le juge, enfin, c'est compliqué, c'est quoi cette norme de rejet? Je vais avoir 3 avocats spécialisés, c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas une infraction d'environnement. Le droit de l'environnement est défini de façon très spécifique sur ces différentes branches, parce que les problèmes de qualité de l'air ne sont pas les problèmes de qualité de l'eau, qui ne sont pas les problèmes de la vie piscicole, qui ne sont pas les problèmes des pollutions minérales. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Et donc, la plupart des contentieux environnementaux, des infractions environnementales, aboutissent à un rappel à la loi, dans moins de 1% des cas, à un jugement. Et quand on regarde les jugements, les peines sont sans commune mesure avec l'avantage qu'en a retiré l'auteur. Alors, il y a le cas, je dirais, des infractions involontaires. Vous avez l'agriculteur transportait dans sa remorque de l'ammonitrate, et puis il y a du limonnitrate qui s'est répandu sur la route. Ce n'est pas la volonté de l'agriculteur. Là, il y a un dispositif qu'on appelle de transaction qui fonctionne. Mais si vous voulez, le gars qui déverse sa fosse à lisier dans le ruisseau, c'est de l'intentionnel, il le sait. Hein. Et là, les condamnations sont ridicules. Elles sont tardives, elles sont ridicules. S'il y a condamnation, le problème du droit de l'environnement, c'est pas l'insuffisance du droit. Il y a tout ce qu'il faut dans le droit de l'environnement. Moi, quand j'entends parler de création du crime d'écocide, mais c'est un excellent prétexte pour le politique pour dire j'ai agi. Mais ça n'a strictement aucun intérêt, aucune influence. Faisons que la justice se saisisse de ce contentieux complexe et qu'il y ait des condamnations qui soient proportionnées à l'atteinte à l'environnemental. Mais que voulez-vous? Qu'est-ce que vaut un poisson mort? Il n'y a pas que le poisson qui est mort dans la rivière.
Et les amendes sont dérisoires. Enfin, vous savez l'histoire du méthaniseur de Châteaulin. Il a fallu une bronca pour que le juge, pour que le procureur ne propose pas une amende transactionnelle pour que l'affaire soit jugée. Alors qu'il y a combien de centaines de milliers d'habitants qui ont été privés d'eau potable pendant plusieurs jours. C'est pas encore jugé. Donc, et ça sera jugé à quelle hauteur? Alors qu'on avait alerté sur les insuffisances du dossier au niveau des associations de protection de l'environnement dans les procédures. Donc le problème n'est pas, ou pas encore celui de la police, le problème c'est que les suites pénales données au droit actuel ne sont pas à la hauteur. Le droit, il existe, appliquons-le. Moi je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement il y a 35 ans, où un industriel avait stocké du cyanure en bordure de rivière. Les fûts de cyanure sont partis à la rivière. En première instance, le jugement, c'était symbolique, c'était 1000 francs d'amende. J'ai obtenu en appel 15 000. Excusez-moi, mais c'était absolument pas proportionné. Et pour obtenir 15 000, j'ai dû expliquer au procureur qu'avec la dose de cyanure qui était partie à la rivière, il y avait de quoi rayer une ville de 15 000 habitants de la carte. Donc, c'était un manque de précaution qui était criminel. Hein. Et voilà, donc, si vous voulez, et c'était il y a 30 ans. Convertissez ça en euros. Regardez les sanctions. Alors, j'entends tout un tas de gens dire, mais vous ne vous rendez pas compte, mais je pense qu'il y a un laisser-aller par rapport à ces mauvaises pratiques. Si les sanctions étaient ce qu'elles devraient être, les gens feraient attention. Vous prenez votre voiture, vous passez à 120 devant un radar à 80, on va vous retirer le permis, enfin on peut même vous confisquer la voiture, surtout si c'est un radar mobile. En environnement, vous pouvez... Tiens, je vais vous donner un exemple cru. La pisciculture du Scorff n'a pas respecté son débit réservé au mois de juillet. C'est-à-dire que il laissait passer les 2 tiers du débit réservé alors qu'on n'était pas au 10e du module. Hein. On attend toujours le jugement, mais l'exploitant a été autorisé à agrandir son exploitation de pisciculture, avec une félicitation du représentant du préfet au niveau du CODERST, hein, le conseil départemental d'évaluation des risques environnementaux et technologiques. Et si vous voulez, pour moi, voilà, on était dans la situation du 120 km/h. Si vous connaissez un préfet qui féliciterait l'auteur d'un dépassement de 40 km/h d'une voiture, ben si, c'est possible, c'est possible. Ça veut dire que l'économie, c'est beaucoup plus important que l'environnement. Et qu'on a des actes administratifs qui sont en contradiction complète avec le discours. Moi, j'entends parler... je vais vous donner un exemple, là, qui est en cours. Il y a un projet d'arrêté ministériel exonérant un certain nombre d'industries de tout effort en situation de sécheresse. Après nous avoir raconté qu'il fallait qu'on fasse tous des efforts de sobriété, on a un arrêté... Alors, le président de la République nous dit qu'il faut qu'on fasse tous un effort de sobriété. Toutes les activités économiques, j'entends. Moins d'un an plus tard, 6 mois plus tard, on a un projet d'arrêté ministériel qui exonère, par exemple, les abattoirs et les laiteries de faire tout effort. Je pense qu'en période de sécheresse, les abattoirs et les laiteries peuvent regarder de près et gratter quelques pourcents d'économie d'eau. 5%, 10%, peut-être pas beaucoup. Mais bon sang de bonsoir, on ne leur demande même pas de réfléchir. On leur ouvre les portes. Moi, je suis choqué de cet écart entre le discours du chef de l'État et ce qui se passe après.
il va falloir un petit peu de cohérence. Enfin, quand j'entends la sobriété raisonnable, moi j'appelle ça de la sobriété déraisonnable. C'est le contre-exemple. Comment vous voudrez convaincre un particulier de faire attention s'il sait qu'à côté, finalement, on ne demande aucun effort. Moi, je peux comprendre qu'une laiterie a besoin, pour des raisons d'hygiène, de nettoyer ses installations, etc. Mais néanmoins, entre la période où l'eau, on peut y aller, et la période où il faut faire attention, il y a quelques pourcents à gratter. Des fois, quitte à faire un traitement de l'eau plus énergique, avec une molécule un petit peu plus agressive, pour en consommer moins. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'on peut faire, et ce décalage, moi, me soucie. Donc, le droit, il existe, il est pas si mal fichu que ça. C'est tellement plus commode de dire qu'il faut une nouvelle loi. Il n'y en a pas du tout besoin. Appliquons la loi. Appliquons les condamnations. Moi, ce qui me frappe en environnement d'une manière générale, c'est un outillage remarquable qu'on laisse à l'atelier. Il y a un certain nombre de priorités qui sont dans la loi. Par exemple, les véhicules sanitaires sont tenus d'être lavés. Bah, on ne prendra pas de mesures d'interdiction de lavage en crise pour les véhicules sanitaires. C'est une obligation de santé publique. Donc, par contre, moi, je ne vous cache pas que je ne vois pas pourquoi on n'arrêterait pas les installations de lavage de voitures pour les autres. La situation est critique. Alors, je sais, les industriels du lavage de voitures disent bon, on est en train de faire des progrès. En Allemagne, ils sont tous des recyclages d'eau. Nous, on commence, on peut économiser 70%. Bah, très bien, il faut y aller. Hein. Mais j'ai tendance à dire que en crise, je ne vois pas pourquoi le lavage de ma voiture serait indispensable. Elle attendra, ma voiture. Je donnerai un coup d'éponge sur mon pare-brise parce qu'il y a des mouches écrasées dessus. C'est pas laver ma voiture. Ça, c'est un problème de sécurité routière. On demande bien aux pompiers de ne pas faire d'essais sur les réseaux d'eau potable, parce que régulièrement, ils viennent vérifier qu'au bord d'incendie, il y a bien les 30, les 60, les 100 mètres cubes heure qui sont prévus. On leur dit, arrêtez de faire des vérifications en période de sécheresse. Ça choque personne. Et pourtant, c'est un usage d'intérêt majeur. Donc, faites des stocks d'eau de pluie et ne arrosez pas vos potagers pendant les heures chaudes. Bon, on peut faire des choses, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui gèrent leur alimentation l'été grâce au potager. Donc, besoin humain direct. Par contre, moi, les fleurs, je suis désolé, si les fleurs doivent dessécher, elles dessécheront. Ça ne me choque pas. Objectivement, ne pas arroser ses fleurs dans son jardin en période de crise, ça me choque pas du tout. Et même les pelouses des collectivités, les pelouses maintenant sont toujours interdites, sauf si c'est de la réutilisation d'eau usée traitée. Ça ne me choque pas, moi, que les services municipaux aillent chercher de l'eau à la station d'épuration et s'en servent pour arroser les espaces verts. Par contre, avant de réautoriser l'accès du commun des mortels, il faut un temps d'interdiction. Donc, si vous voulez, il y a des trucs, il y a des bouts de solution. Un exemple, moi, qui me chiffonne, les clubs de foot, de rugby qui ont des pelouses, bénéficient d'une exonération. Alors, on leur demande de faire des efforts. Sauf que dans le texte national, c'est pas trop décrit, d'économie d'eau, mais une pelouse de stade de foot, c'est fait sur un terrain qui est du sable. Donc, la dose d'irrigation, c'est pas la dose d'arrosage d'un jardin. Hein. C'est, en période de chaleur, c'est 15-20 mm jour. 1,5 cm à 2 cm d'eau par jour. Faites la surface en herbe d'une pelouse de foot. J'ai parlé du terrain, d'une pelouse, parce que la pelouse, elle va au-delà du terrain. Et vous allez tout de suite voir que c'est tout sauf négligeable. On leur demande, alors voilà, c'est une priorité au nom de quoi?
Et pour ma part, je considère que leur demander des efforts est normal et que, deuxième chose, leur demander de contribuer financièrement par exemple, à des actions de réhabilitation de zones humides, ça serait quand même pas mal. Honnêtement, au prix de l'hectare de réhabilitation de zones humides, ils peuvent se payer 1 hectare par match, hein. Ça sera invisible sur leurs dépenses. C'est utile que les gamins apprennent à nager, c'est un espace de loisirs. Non, la question des piscines est celle de la multiplication des piscines, je dirais, privées, où là, on est sur des volumes d'eau substantiels et il faut se poser la question. Encore une fois, c'est comme les voyages en avion. C'est un confort. Est-ce que, face à une ressource en eau qui se restreint, doit-on pas faire quelque chose? Donc on va effectivement interdire le remplissage des piscines, mais les remplissages des piscines sont faits quand on arrive au seuil d'alerte des arrêtés préfectoraux. Donc c'est typiquement se donner de bonne conscience que d'interdire le remplissage, puisqu'il s'est fait avant. Par contre, il s'agit d'une consommation significative. Moi, ça me pose des questions de droit de l'urbanisme, ça me pose des questions de droit fiscal. Aujourd'hui, les services fiscaux essayent par drone dans le Midi de repérer les piscines parce que normalement, c'est un élément de confort qui est une base taxable. Mais faut-il autoriser encore aujourd'hui ou laisser filer la construction de piscines dans notre pays? Alors tout de suite, on va me dire, ah, mais vous allez condamner les installateurs de piscines privées. Tout de suite, une catastrophe économique, comme s'ils ne pouvaient pas se recycler dans autre chose, comme si la piscine justifiait tout, comme si l'existence... Alors, j'ai rien contre ces personnes, mais qu'ils installent des citernes d'eau de pluie, des toilettes sèches. Ils ont du boulot s'ils veulent devant eux. C'est de la reconversion. Mais si vous voulez, je pense qu'on a une propension à trouver des mauvaises raisons pour justifier la poursuite de pratiques contradictoires qui est extrêmement élevée. Encore une fois, est-ce qu'il est logique, dans une région qui manque d'eau, et nous sommes maintenant rentrés dans cette catégorie, possible de laisser continuer à construire des piscines? Un jour, il faudra peut-être choisir entre remplir les piscines ou accueillir des habitants. Ne serait-ce que les enfants des gens qui vivent actuellement en Bretagne. Nous avons un camion qui se balade sur toute la Bretagne à la demande des collectivités pour montrer les économies d'eau que l'on peut faire. Il était à Pont-l'Abbé il y a 15 jours. Il se balade sur toute la région. Bon, il y a ça. Oui, il faut arrêter de dire qu'on est dans une société de l'abondance sans regard derrière soi. Il faut qu'on se pose la question de la nécessité d'un certain nombre d'éléments de surconfort. Au niveau de l'eau, moi, je dis, ces problèmes de tarification sociale, d'accompagnement de la consommation, sont des initiatives qu'ont prises certaines collectivités que je trouve remarquables. Parce que même si l'eau, c'est pas grand-chose dans le budget, c'est quand même un poids, et aider à travailler là-dessus, c'est fondamental. Il n'y a pas beaucoup d'économies à attendre des plus modestes, et c'est souvent eux qui les font les premiers. Alors, le prix de l'eau va augmenter pour améliorer les traitements, renforcer les traitements d'eau brute. Il va augmenter parce que nos réseaux d'eau fuient. La moyenne bretonne est à 84%, c'est au-dessus du seuil légal, mais ce qu'on oublie, c'est que dans une moyenne, il y a des gens qui sont au-dessus, il y a des gens qui sont en dessous. Donc il y a tous ceux qui sont en dessous qui ont du boulot à faire. Donc oui, pour changer les tuyaux, ça va coûter cher. En gros, le prix de l'eau, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas le traitement, c'est pas la distribution. Ce qui coûte cher dans l'eau, c'est l'usine et c'est les tuyaux de distribution. C'est entre 70 et 80% du prix de l'eau, c'est l'amortissement de ces charges-là. Donc vous voyez, la part variable, c'est pas grand-chose. Donc oui, le prix de l'eau risque d'augmenter parce qu'il y a du boulot à faire sur les réseaux, il y a du boulot à faire sur les usines. C'est pas tellement sur la recherche de nouvelles ressources. Il y a
plus beaucoup d'eau supplémentaire à gratter. On est déjà très très loin. Un indice on est déjà très très loin, c'est le nombre de collectivités qui ont bénéficié de dérogations l'année dernière. Dans les eaux disponibles, dans les eaux douces, les glaciers fondent. Mais le débit du Rhône est d'ores et déjà en train de baisser, plus tôt qu'on ne le pensait. Hein. En fait, parce qu'ils se recherchent plus assez. Les glaciers fondent, mais c'est le stock là, qui fond, qui est en train de disparaître. À partir de 2050-2070, on est mal sur le Rhône. D'où l'idée d'alimenter l'Espagne qui a géré son eau à sa manière et qui est dans une impasse. On lui a gentiment expliqué que ça ne nous semblait pas pertinent quand nous, on allait avoir un problème dans pas très longtemps. Donc le stock glaciaire, bof, transporter des gros icebergs, ça fait partie de la dystopie de la ressource en eau. Aller chercher de l'eau fossile. Les Saoudiens le font. Sauf qu'il n'y en a pas pour si longtemps que ça. Alors, qu'il existe de l'eau en très grande profondeur sous le Sahara, de mémoire, elle n'était pas forcément toute de l'eau douce. Donc, avoir de l'eau salée du Sahara, je ne vois pas tellement l'intérêt. Et puis, c'est une ressource fossile. Donc, ça veut dire qu'il ne rentre plus d'eau dedans. Quand un stock est limité, bah, ça dure un certain temps. Aujourd'hui, en France, nous utilisons peu d'eau, entre guillemets, fossile. Et même les eaux fossiles que nous utilisons se renouvellent lentement, mais se renouvellent. Un exemple d'eau presque fossile, la nappe de l'Albien en Île-de-France, qui est une nappe profonde, mais qui, sur les bords du bassin parisien, est quand même réalimentée. Et donc, la nappe de l'Albien, c'est l'eau de secours de l'agglomération parisienne, et on réduit le plus possible les prélèvements actuels dans cet aquifère, qui a une très bonne qualité, parce que si un jour on a un gros pépin, on veut pouvoir tirer dessus pendant 6 mois, 1 an, dans des conditions correctes. Il y a quelques exemples comme ça de nappes qui se renouvellent à l'échelle du millénaire, du plurimillénaire. Ce ne sont pas des nappes fossiles. Donc vous voyez, quand on en a aujourd'hui dans notre pays, on n'est pas inconscient, on préserve. Il n'y a pas de nappes fossiles réellement en Bretagne. On a des eaux anciennes, ça se mesure en décennies, pas plus. Le méthaniseur est parti pas forcément d'une idée idiote. Il y a un certain nombre de déchets qui étaient compliqués à valoriser, déchets agroalimentaires, des choses comme ça, les mettre dans un méthaniseur, éventuellement mettre des fumiers pour... c'était pas forcément complètement idiot, même si c'est la rupture du cycle de la matière organique. Donc, quand c'est la matière agricole, on est déjà, on va vers une impasse. Quand il s'agissait de provenance tierce, c'est envisageable. L'intérêt du méthaniseur, entre guillemets, quand je parle d'intérêt, c'est que ça produit un tout petit peu d'énergie. Le deuxième avantage, c'est le digestat du méthaniseur est censé produire un matériau à teneur en azote immédiatement assimilable qui le rend comparable à un engrais. Donc la présentation, c'est je vais substituer l'engrais minéral avec du digestat. Bon. Alors là où le système s'est perverti, c'est qu'on a mis de plus en plus de matières agricoles, je dirais, issues d'élevage, ce qui conduit à aggraver le déficit de matières humiques dans les sols. Donc voilà, moi je veux bien qu'on parle d'irrigation, mais comme on me parle en même temps de méthanisation, je me dis c'est marrant, mais on cumule les emmerdes. Et effectivement, il faut trouver de quoi mettre dans le méthaniseur. Parce que quand on met des produits de provenance trop diversifiée, la gestion du méthaniseur est complexe. Il vaut mieux avoir une source relativement homogène et, si possible, pas trop riche en azote.
Et donc, est venue l'idée de réutiliser les sipans, ces cultures que l'on met après la récolte à l'automne jusqu'au printemps suivant, de façon à ne pas laisser les sols nus. On appelle les cives, c'est ça? Voilà, les CIF, c'est les cultures intermédiaires, valorisation énergétique. C'est le nouveau terme, mais je voulais raccorder à la politique nitrate. Et puis, on continue la logique, on va semer du maïs et puis on va le mettre dans le méthaniseur si c'est rentable. Attendez. Ensuite, on va nous dire qu'on veut nourrir le monde et on met de plus en plus de surface agricole en dehors du circuit alimentaire. Première incohérence, non, me semble-t-il. Ces hectares de maïs qui partent même pas en alimentation animale, mais qui partent en méthanisation, on est en train de marcher sur la tête. Et encore une fois, ce système conduit à extraire du carbone du dispositif, donc d'aggraver la crise de l'humus. Moi, je veux bien, mais si on prend un regard un petit peu plus large qu'un regard économique où on a mis en place un prix pour aider une certaine catégorie d'agriculteurs, pas les plus petits, à investir dans la méthanisation, on s'aperçoit qu'on a construit un système qui est contraire à tous les intérêts de la population à moyen terme et des agriculteurs. Donc, si vous voulez, la prolifération des méthaniseurs est une aberration complète dès lors que ça injecte des produits agricoles. On va produire de l'énergie renouvelable, on va produire du biogaz, et c'est bon, en oubliant que la production de biogaz, elle est antagoniste avec le stockage du CO2 dans les sols. C'est quand même gênant, ça. Avec la capacité des sols à stocker de l'eau, avec la capacité du sol à résister à des pluies intenses. Bref, on choisit d'être inondé, on choisit de manquer d'eau, sans le savoir. Honnêtement, si on veut se faire plaisir à court terme, mais le problème, il n'est pas là. Appliquons le droit de l'environnement. Moi, je trouve que la vraie question, c'est d'appliquer le droit de l'environnement, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment la balance entre les enjeux économiques, les inconvénients économiques et les effets environnementaux. Et quand il y a infraction, qu'on ait des constats qui aboutissent à des condamnations. Quelqu'un a violé les règles du jeu. J'ai utilisé le mot violer avec intention. Agissons. Qu'on n'ait pas franchement progressé en termes de qualité des études d'impact depuis 15 ans me frappe. Que j'entende encore des élus, je dirais, balayer d'un revers de la main les effets environnementaux d'un certain nombre de projets me navre. La question qui se pose, c'est quel choix notre société fait. Puisque l'instrument de mesure de la richesse, c'est le PIB, continuons à faire des conneries. Toutes les agricultures ne sont pas forcément avec le même niveau d'impact. Et même au sein de l'agriculture industrielle, avec forte importation d'énergie pour que le système fonctionne, à mon avis, il y a des pratiques qui sont diversifiées. Si on veut garder un peu d'eau potable, et si on prend en compte que les crues, de toutes les façons, on les laissera passer, et qu'il n'y a pas des crues tous les ans, donc vous ne pouvez pas prétendre, si on arrive à irriguer 15% de la SAU, ça sera vraiment un maximum. Qu'est-ce qu'on fait des 85 autres pourcents ? Qu'est-ce qu'on imagine pour l'immense majorité de l'agriculture ? J'ai pas de réponse, moi, dans le discours professionnel dominant. Pourtant, 85%, c'est l'essentiel. Quand vous retirez des 15% les productions qui ont besoin d'eau, moi, le maraîchage a besoin d'eau, l'arboriculture fruitière a besoin d'eau, je ne discute pas. Je pense qu'une partie de la culture légumière a besoin, pour des raisons de qualité, de standards de qualité industrielle, besoin d'eau. Ça va déjà retirer. Qu'est-ce qu'on fait avec notre flotte ? Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que la région Poitou-Charentes a depuis longtemps dépassé les limites du système soutenable. En plus,
Pour produire quoi? Du maïs qu'on va exporter pour nourrir des bovillons pour accroître le risque d'infarctus du myocarde. J'ai ici dans mes connaissances un agriculteur qui a géré son exploitation et qui a regagné la qualité de l'eau potable du forage communal. Il avait des nitrates, il en a presque plus, et le presque plus c'était l'ordre de 15 mg litre, ce qui est un non-sujet. Hein. Il n'y a pas de pesticides dedans, l'eau de forage de la commune, c'est le bazar. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout. Donc, cet agriculteur montre qu'avec une certaine gestion de ses pratiques agricoles, il a des résultats. Il ne serait pas venu à l'idée des habitants de la Bretagne que la ressource en eau pouvait être un facteur compliqué. Donc nous sommes pour notre part convaincus que la Bretagne a d'ores et déjà un problème quantitatif et des problèmes locaux qui méritent de trouver des solutions. Et nous avons un problème qualitatif qui mérite qu'on s'active pour que notre eau potable soit de l'eau vraiment potable. Cela veut dire aussi un questionnement de nos pratiques, qu'elles soient nos pratiques de consommateurs privés, le consommateur des activités économiques et des consommateurs agricoles. C'est remettre en cause, entre guillemets, des choses qui ont l'apparence d'être simples, c'est pas l'acte premier du consommateur ou de l'acteur économique. Mais les enjeux sont quand même là.